Le visionnaire est celui qui capte ce que personne ne perçoit, apportant la nouveauté par son ingéniosité pour élever le collectif avec sa vision particulière du futur. Il projette ainsi ses idéaux sur la société pour élever la conscience sociale à un niveau supérieur grâce à sa perception et sa sensibilité innovante. Anticonformiste, révolutionnaire, anarchiste même, il incarne toute la transformation par le changement, rompant radicalement avec ce qui a été pour créer ce qui sera, en brisant les systèmes existants pour en établir de nouveaux. C'est ainsi qu'Uranus nous ouvre sur l'avenir, nous offrant de nouvelles possibilités et une autre manière de voir et de vivre. En bouleversant les conventions et en abolissant l'ordre établi, il nous apprend à observer les bénéfices du changement soudain. Point de loi, juste des réformes, pour s'ouvrir à de nouvelles configurations avec une certaine obligation de laisser place aux changements imposés par la créativité débridée. Inspiré par l'air, le génie en folie capte l'inspiration pour réformer tout ce qui n'est plus nécessaire, permettant ainsi l'évolution de l'humanité. Une découverte pas comme les autres qui affiche déjà l'originalité d'Uranus. Nous partons à la rencontre de William Herschel, qui est un violoniste allemand initialement destiné à une carrière musicale. Enrôlé dans l'armée pour défendre son pays pendant la guerre de 7 ans, il déserte, incapable de supporter les horreurs de la guerre. Il s'installe définitivement en Angleterre où il se fait naturaliser britannique et Herschel s'affirme non seulement comme compositeur mais aussi comme instrumentiste jouant du violon, du hautbois et de l'orgue. Passionné par l'astronomie, Herschel étudie cette science et se passionne pour la construction de télescopes en lisant des ouvrages d'optique de Bonaventura, Francesco Cavalieri. Et avec peu de moyens, il va décider de fabriquer lui-même son télescope en s'inspirant de celui de Newton et en perfectionnant progressivement le polissage de ses miroirs. Et c'est ainsi que le 13 mars 1781, il découvre Uranus. Cette découverte majeure illustre parfaitement l'esprit de cette planète qui célèbre non seulement le génie et l'autodidactisme d'un homme, mais aussi celui de tout le XVIIIe siècle, marqué par cette soif de nouveauté et qui va ouvrir la voie à l'ère technologique symbolisée en 1822 par le passage de Pluton en Bélier. Alors au départ, Herschel pense avoir découvert une comète. Donc comme il n'est pas certain, il va demander l'avis de la communauté scientifique qui confirme rapidement qu'il s'agit de la 7e planète du système solaire. En tant que découvreur, Herschel nomme initialement cette planète Georgium Sidus, en hommage au roi George III d'Angleterre, qui lui accorde d'ailleurs une rente annuelle en récompense. Cependant, ce nom ne fait pas l'unanimité à l'extérieur de l'Angleterre. Donc finalement, en 1781, l'astronome allemand Johann Elert Bode propose de nommer la planète Uranus, suivant ainsi la tradition de nommer les planètes d'après les divinités mythologiques. Alors il faut savoir qu'Uranus avait déjà été observé plusieurs fois et a été indiqué sur des cartes du ciel, mais en tant qu'étoile, notamment entre 1690 et 1780. Ces travaux d'observation vont se révéler très utiles naturellement pour déterminer les paramètres de son orbite et d'ailleurs Herschel découvrira également deux plus gros satellites d'Uranus, donc Titania et Oberon en 1787, les calottes polaires de Mars et aussi deux nouveaux satellites de Saturne, Encélade et Mimas, les 28 et 17 septembre de l'année 1789. Il aurait été dommage qu'il reste musicien.
Le 10 mars 1977, les astronomes James Elliott, Edward Dunham et Douglas Mink vont découvrir un système d'anneaux qu'ils observent par occultation. Donc Uranus possède en tout 13 anneaux relativement étroits et 27 lunes. Les anneaux d'Uranus sont principalement constitués de particules de glace et de roches avec une faible teneur en matière organique. Les anneaux les plus notables sont les anneaux epsilon, alpha et bêta. Et l'anneau epsilon est d'ailleurs le plus large et le plus brillant. Il mesure environ 20 à 100 km de large et les particules dans ces anneaux varient en taille allant de petites poussières microscopiques à des blocs de plusieurs mètres de diamètre. Donc ces anneaux sont maintenus en place par de petites lunes appelées satellites bergers qui orbitent près des bords des anneaux utilisant leur gravité pour garder les particules en ligne et empêcher les anneaux de se disperser. C'est quand même assez fantastique. Situé à une distance d'environ 2,87 milliards de kilomètres du Soleil, Uranus fait partie des planètes géantes gazeuses et elle n'est pas une planète parfaitement ronde parce qu'en raison de sa rotation qui est assez rapide, elle va être légèrement aplatie au niveau des pôles et un peu plus bombée au niveau de l'équateur. Son diamètre est de 50 724 km, soit pour vous donner une idée, ça fait 4 fois celui de la Terre et elle est légèrement plus petite en diamètre que Neptune, mais elle est moins massive. Donc la masse d'Uranus, pour vous donner aussi une idée par rapport à la Terre, elle fait 14 fois et demi celle de la Terre. C'est la deuxième planète aussi la moins dense après Saturne, ce qui révèle une composition principale de glace, d'eau, d'ammoniac et de méthane, très similaire d'ailleurs à celle de Neptune. Sa structure interne, quant à elle, serait composée d'un noyau solide de fer, de nickel et de silicate. Et ce noyau est entouré d'une couche intermédiaire formée de glace et enfin une atmosphère externe constituée d'hydrogène et d'hélium, mais en très faible quantité et des traces aussi de méthane qu'on a relevées. La température de la couche la plus extérieure est estimée entre moins 217 degrés et moins 226 degrés Celsius, mais elle augmente évidemment considérablement à mesure que l'on s'approche du noyau et ça pourrait atteindre 5000 Kelvin, soit environ 4727 degrés, mais c'est une valeur qui peut varier selon le système de mesure. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter, puisqu'en 2017, des scientifiques ont recréé en laboratoire les conditions qui existent à environ 10 000 km sous la surface d'Uranus et de Neptune et ils ont découvert que ces conditions permettent la formation de minuscules diamants et ces conditions sur Terre ne peuvent être bien sûr pas maintenu au-delà d'une nanoseconde, mais dans l'atmosphère d'Uranus et de Neptune, puisque les deux planètes ont les mêmes conditions, ces nanodiamants peuvent grandir et former de véritables pluies de diamants. Donc cela rend possible l'idée que le manteau d'Uranus renferme un océan de carbone liquide avec des diamants solides qui flotteraient à sa surface. Les scientifiques pensent même que les phénomènes similaires pourraient se reproduire sur Jupiter et Saturne. Bon, alors on imagine bien que c'est la rareté qui fait la richesse, donc il n'y aurait plus trop d'intérêt aux diamants si nous en possédions autant. Plus sérieusement, son orbite est presque circulaire avec une faible excentricité. Son point d'aphilie est situé à environ 3 milliards de kilomètres du Soleil et son périhélie est à environ 2,74 milliards de kilomètres, donc Uranus. Mais 84 ans pour faire un tour complet autour du Soleil et une journée uranienne correspond à environ 17 heures et 14 minutes de notre temps terrestre.
Alors, un fait intéressant maintenant, concernant l'axe de rotation d'Uranus. Comme il est fortement incliné à environ 98 degrés quand même par rapport à son plan orbital, ça donne l'impression que la planète roule sur son orbite, un peu comme une boule de bowling, vous voyez, qui tourne sur elle-même, ce qui signifie aussi que ses pôles sont parfaitement orienté directement vers le soleil. Bon bah ça va entraîner des saisons allongées puisque chaque pôle connaît environ 42 ans de lumière continue suivi de 42 ans de nuit. Pas facile de vivre autant de temps dans le noir. Alors, concernant le champ magnétique d'Uranus maintenant, là aussi on observe une particularité puisqu'il est décalé par rapport au centre géographique de la planète et fortement incliné de 59 degrés à peu près par rapport à son axe de rotation, ce qui va avoir pour effet de créer une magnétosphère qui est asymétrique. On a observé des émissions d'hydrogène atomique dans les ultraviolets, ce qui permet la formation d'aurores au niveau des lignes du champ magnétique provoquées par la précipitation de particules électrisées dans l'atmosphère. Et puis je voulais terminer sur la couleur bleue d'Uranus qui est due à la présence de méthane dans son atmosphère. Le méthane absorbe la lumière rouge du soleil et reflète la magnifique lumière bleu pâle d'Uranus. L'échelle de Jacob, le livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 19. Jacob, l'un des patriarches de l'Ancien Testament, est en fuite après avoir volé la bénédiction de son frère Ésaü. Une nuit, alors qu'il dort à la belle étoile avec une pierre comme oreiller, Jacob fait un rêve. Dans ce rêve, il voit une échelle reliant la terre au ciel avec des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Au sommet de l'échelle se tient Dieu, qui renouvelle la promesse faite à Abraham et à Isaac de donner à Jacob et à sa descendance la terre sur laquelle il repose. Dieu promet également de protéger Jacob et de ne jamais l'abandonner. À son réveil, Jacob est impressionné par ses visions et comprend qu'il a été en présence de Dieu. Il nomme cet endroit Béthel, qui signifie maison de Dieu. Et il fait le vœu de servir Dieu si Dieu tient ses promesses. Dans ce rêve, l'échelle représente les étapes de l'existence qui permettent de s'élever vers un autre niveau de conscience, libre à chacun de définir ce que cela signifie. Le H dans le glyphe d'Uranus est comme le barreau de l'échelle permettant d'accéder à l'étape suivante par la transformation de la rupture. Chaque fois que vous montez d'un niveau, vous embrassez le futur et lâchez le passé, abandonnant un système pour en adopter un autre plus innovant, plus progressiste, mais surtout plus adapté. La lettre H possède également la valeur numérique de 8, ce qui est intéressant puisque le chiffre 8, notamment dans la Bible, évoque le Nouveau Monde. Dans la tradition juive, le temple de Jérusalem avait d'ailleurs 8 portes qui devaient s'ouvrir uniquement au retour du Messie, évoquant des notions de renaissance, de résurrection, d'éternité et de futur, ce qui correspond bien à notre symbole. Le chiffre 8 est aussi celui de l'espace et de la matière. C'est un principe créateur reflétant la capacité d'Uranus à donner naissance à de nouvelles formes et de nouvelles idées. Quant au cercle à la base du glyphe, il représente la création et le renouveau. Il symbolise l'infini, l'œuf, le tout, le principe créateur. La croix, quant à elle, évoque le côté multidirectionnel, alliant l'esprit et la matière. Ensemble, ils ouvrent la voie de l'ascension vers une nouvelle conscience qui passe par la réforme et la libération, créant un nouvel état à chaque étape. Il se trouve que c'est Herschel qui a trouvé Uranus, et c'est à cet homme que nous rendons hommage avec ce H, mais aussi aux hommes, à l'humanité et à l'humain.
Né de Gaïa, Ouranos a été créé par cette dernière pour qu'il la recouvre et qu'ils puissent ensemble créer les autres divinités. Ouranos est égale à elle-même et capable de la couvrir tout entière, ciel étoilé qui devait offrir au Dieu bienheureux une assise sûre à jamais. Avec Gaïa, sa mère, il eut un grand nombre d'enfants, les 6 titans, les 6 titanides, les 3 cyclopes et les 3 hécatonchires. Mais Ouranos est un dieu aussi soupçonneux que fécond, dont on dit qu'il haïssait sa progéniture par peur d'être détrôné et s'empressait de l'enfouir dans le large sein de Gaïa. Il refoulait, en parlant de ses enfants, au plus profond recès de la terre et ne les laissait pas venir à la lumière. Fatigué par ses étreintes répétées et brutales et révolté par le sort infligé à ses enfants, Gaïa conçoit une ruse cruelle. Avec de l'acier qu'elle a créé, elle va fabriquer une faucille et va ensuite exhorter ses enfants à la venger. « Fils issus de moi et d'un furieux, si vous voulez m'en croire, nous châtierons l'outrage criminel d'un père, tout votre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvre infâme. » On sait que Cronos va répondre à l'appel de rébellion de sa mère pour libérer les cyclopes et les hécatonchires du Tartare, puisque c'est lui qui va émasculer son père. De l'éclaboussure de son sang qui jaillira sur Gaïa naîtront les 3 Érénices, déesses de la vengeance, les géants et les nymphes méliennes. Quant aux parties intimes d'Ouranos, à peine furent-elles tranchées avec l'acier et jetées de la terre dans la mer au flux sans repos qu'elles furent emportées au large longtemps, et tout autour une blanche écume sortait du membre divin. De cette écume, une fille se forma, celle que les dieux, aussi bien que les hommes, appellent Aphrodite, pour s'être formée d'une écume. Il faut savoir que dans la version de Diodore de Sicile, Ouranos aurait été le premier roi des Atlantes et il aurait enseigné les premiers rudiments de la civilisation, l'usage des fruits et leur conservation, et il aurait inventé le premier calendrier d'après l'observation des astres. À sa mort, il fut honoré comme une divinité et appelé roi éternel de toutes choses. Par contre, dans la version d'Hésiode, la castration d'Ouranos par Cronos a permis de séparer le ciel de la terre, ouvrant la voie à la venue des générations futures. Le règne des titans est un monde de violence qui introduit toute la progéniture d'Ouranos dans la démesure. Mais l'un d'entre eux va quand même se rebeller contre cette infrastructure et plus particulièrement contre Zeus. Et il s'agit de Prométhée, qui est le fils de Japet, qui va tenir en échec Zeus grâce à son savoir et à sa connaissance. Donc Prométhée est également connu pour avoir façonné les premiers hommes à partir de la terre et de l'eau. Donc il va leur insuffler la vie et il se positionne comme étant leur créateur. L'histoire la plus emblématique est celle où il vole le feu pour le donner à l'humanité, permettant ainsi aux hommes de progresser et de se développer. Tout se passe après la ruse du bœuf. Zeus interdit alors aux hommes d'utiliser le feu pour cuire les viandes et se nourrir, dans l'intention de punir Prométhée pour sa supercherie et d'empêcher l'évolution de sa création. Donc en représailles, Prométhée décide de voler le feu à Zeus pour en faire cadeau aux hommes. Zeus est très mécontent de ceci, donc il décide de tendre un piège redoutable aux hommes en leur envoyant la première femme qui jusque-là n'existait pas. C'est ainsi que Pandora descend sur Terre avec sa jarre. Elle est décrite par Hésiode comme un beau mâle qui est accueilli avec joie, mais pour le malheur des hommes, puisque dès son arrivée,
Pandora, extrêmement séduisante, va soulever le couvercle de sa jarre où étaient enfermés les maux et les maladies de l'humanité, et depuis lors, les hommes sont condamnés à la vieillesse et à la mort, donc ils deviennent ainsi des mortels. En voulant apporter le feu, Prométhée devient un dieu civilisateur, il permet à l'humanité de progresser, d'évoluer, mais nous allons voir que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Allez, vous êtes prêts? Car là, on va vraiment ouvrir nos horizons concernant Uranus, car nous allons rejoindre Freud chez les Grecs. Alors ceux qui n'aiment pas Freud, je vous conseille de passer à la section suivante. Je vous ai raconté deux mythes, celui d'Uranos et celui de Prométhée. Uranos, car c'est le dieu qui représente Uranus, donc dans le panthéon grec puis dans le panthéon romain, et Prométhée, car Lise Green a choisi ce dieu pour symboliser l'archétype d'Uranus. À l'origine, Uranos est créé pour recouvrir complètement Gaïa. Pour Freud, c'est la première vision du couple, celui qui a pour mission de procréer, et Uranos ne fait que cela. Sa fonction se résume à être un géniteur de l'humanité. Il incarne la pulsion du désir primaire de l'homme, et pour Freud, l'amour est un déguisement de l'amour sexuel. Il se traduit par la pulsion primaire afin d'assouvir la satisfaction et de supprimer l'état de tension par l'action de la procréation. Cette pulsion permet de construire les prémices d'une civilisation constituée d'espèces en tout genre d'ailleurs, qui retournent à la Terre, mais n'est pas suffisante pour définir l'humanité. Hésiode dit: le ciel se plaisait à l'horrible tâche et la terre géante criait du dedans, sanglotante, étranglée. Gaïa est effectivement fatiguée. Elle est épuisée à cette tâche, si bien qu'elle n'a pas le temps d'accoucher. Peut-être ni de plaisir, ni de bonheur. Elle va donc orchestrer sa rébellion en utilisant Cronos, dont elle fait de facto le libérateur. Ne perdons pas de vue que Cronos Saturne est l'ancien maître du Verseau. Et c'est à juste titre que nous voyons ici son acte de rébellion contre l'ordre établi pour créer son propre ordre et ainsi libérer ses frères et ses sœurs. En castrant son père, il coupe avec son passé pour libérer sa famille. Voyons ce que cela donne du côté d'Uranos. Être libéré de sa pulsion primaire lui permet aussi d'évoluer, d'accéder à un autre principe créateur puisqu'il devient le ciel. Il se libère de sa fonction première pour former sa propre communauté, un principe unique, un principe innovant qui profite d'ailleurs à l'évolution de la civilisation puisqu'on ne saurait remettre en cause l'importance du ciel. Il exprime son individualité tout en contribuant au bien commun, donc par la division. Mais revenons sur la castration d'Uranos, car de son membre divin est née Aphrodite, une des rares divinités qui naît seulement du masculin et qui permet d'apporter l'amour et la beauté à l'humanité. Elle va élever ainsi la conscience en ajoutant au désir le principe de plaisir et d'amour. Donc elle élève l'humanité vers des plaisirs et contribue à son enrichissement et au génie créatif, car l'amour finalement, il va inspirer. Ne peut-on pas voir ici la naissance de l'inspiration nécessaire au côté un peu magicien, créatif et génial d'Uranus pour apporter l'innovation nécessaire à l'humanité et au bien commun. Donc sa création même est un acte complètement indépendant des règles humaines puisqu'il la conçoit seul,
tout à fait anticonformiste, légué par Ouranos pour la civilisation, puisqu'il la laisse à l'écume de la mer. Cet acte ne saurait être vu comme un acte conformiste, puisque Freud nous rappelle qu'un instinct sexuel indépendant et répété forme la perversion. C'est son unicité qui rend cet acte créateur, anticonformiste et libérateur de la pulsion dont Ouranos était prisonnier, permettant à son génie de s'exprimer. Cette libération lui permet de prendre son indépendance en devenant le ciel, et en même temps, il donne vie à son œuvre, Aphrodite, qui reçoit la beauté et la pulsion de plaisir. Avant la naissance d'Aphrodite, je rappelle que la beauté et l'amour n'existaient pas sous leur forme divine. La castration d'Ouranos est donc un acte très transformateur qui va le libérer, mais aussi introduire des concepts fondamentaux d'amour et de beauté dans le monde, qui sont des éléments essentiels à l'évolution de la civilisation. Maintenant, voyons du côté de Prométhée. Prométhée crée l'humain parce qu'il pense apporter l'intelligence qu'il manque aux titans et qui ne connaissent que la violence. Pour Lise Green, c'est Prométhée qui, en apportant le feu à l'humanité, a contribué à l'acte de civilisation de l'humanité. Il a ainsi permis son évolution ainsi que son indépendance, permettant de passer du stade animal au stade d'organisation sociale et d'ouverture sur la technologie, contribuant ainsi à l'ingéniosité humaine et au développement futur des générations suivantes. C'est ainsi que pour Lise Green et bien d'autres d'ailleurs, Prométhée est un émancipateur, il est le bon père qui apporte des outils pour que les enfants puissent devenir autonomes. Alors, il est vrai que dans une certaine mesure, en défiant Zeus et en apportant le feu aux humains, Prométhée symbolise la quête humaine de liberté, de connaissance et d'autonomie. Il incarne la tension entre la répression des instincts et le désir de transcender ses limitations pour atteindre un état supérieur de conscience et de développement. Mais Freud apporte ici une grande critique tout à fait justifiée à l'acte de Prométhée. Pour lui, cet acte que beaucoup ont apparenté à un acte de bienveillance est en réalité tout le contraire. Et pourquoi ? N'oublions pas que Prométhée est aussi le créateur de l'homme, puisqu'ils sont issus de sa main qui a sculpté la glaise. Ainsi, il est vu par Freud, à juste titre, comme le père qui n'a pas forcément confiance en ses créations pour qu'elles puissent évoluer seules. En apportant le feu, il devance leurs besoins, pensant réparer ses propres actes, mais il ne fait que les maintenir dans une certaine dépendance. Prométhée est donc vu comme une figure paternelle, surprotectrice qui, en cherchant à résoudre les problèmes de l'humanité, empêche son développement et sa maturation complète. Et si nous allons plus loin dans l'acte de Prométhée, certains psychanalystes disent que la femme n'existerait même pas. Et oui, parce que Prométhée, en créant l'humain avec la glaise, il n'a pas identifié le genre, et c'est ainsi que Prométhée devient un dieu castrateur à sa manière, car en supprimant la possibilité de fécondité, il empêche tout simplement le renouvellement et la continuité de la vie elle-même. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire, Eh bien, on a beau tout apporter à l'autre, personne ne peut rendre les autres pleinement heureux ou leur permettre d'atteindre leur potentiel à leur place.
C'est ainsi qu'il faut considérer Uranus comme une énergie importante de libération, brisant les chaînes et coupant avec le passé pour s'orienter vers des concepts plus novateurs afin de débrider son individualité. Cela demande parfois des actes de castration symbolique, indiquant qu'on ne peut pas vivre sans douleur, on ne peut pas vivre sans mots, on ne peut pas vivre sans l'expérience humaine pour faire émerger une nouvelle conscience plus adéquate à nos principes, plus en conformité avec le groupe social qui nous correspond. Cela implique de réformer, de s'extraire et de quitter ce qui ne convient plus. Il est important d'apporter sa propre vision et d'explorer son propre génie pour provoquer des changements radicaux et ainsi introduire de nouvelles perspectives qui vont être essentielles à l'évolution de la civilisation. Donc, la rébellion est importante pour l'évolution du groupe humain, mais sans imposer sa vision aux autres ou sans les surprotéger. Ça va refléter un petit peu la dualité d'Uranus qui peut à la fois libérer et contrôler, inspirer l'innovation tout en imposant de nouvelles structures. Donc il est vraiment primordial de défendre la cause tout en permettant à chacun de conserver son indépendance. On va voir comment Uranus nous permet de nous libérer. Dans les mythes de Prométhée et d'Ouranos, on retrouve des actions transformatrices et anticonformistes. Prométhée par sa rébellion créatrice et Ouranos par sa libération transformative qui vont illustrer comment Uranus nous pousse à dépasser les limites établies, y compris les nôtres. Il nous incite à accueillir l'innovation et à se tourner vers l'avenir plutôt que de rester ancré dans le passé, et ça va permettre ainsi à la conscience humaine de s'élever vers de nouveaux horizons. Même William Herschel, son découvreur, incarne le principe uranien par son autodidactisme et son acte de désertion. Il montre comment il a pu couper avec son pays pour respecter ses propres principes. Donc on voit qu'il quitte le groupe auquel il appartenait pour exprimer son génie créatif dans un autre groupe qui va bien lui rendre d'ailleurs, puisque le roi d'Angleterre lui offre même une rente pour ce qu'il a apporté. Et c'est là qu'on se rend compte du sens que prend notre histoire, car sur le coup, les choses qui n'ont apparemment pas de sens peuvent être révélées plus tard et exprimées et valorisées d'ailleurs dans une autre communauté. Jacob nous montre l'action d'Uranus par la voix de Dieu, comme le décrit Dan Rudhyar d'ailleurs. Pour lui, Uranus représente la transfiguration personnelle où l'individu devient comme un canal pour le pouvoir créateur de l'esprit universel. Chaque étape franchie par la rupture nette et la surprise permet d'évoluer vers un principe spirituel. Alors il faut préciser que contrairement au neptunien qui vit le mysticisme comme une fusion subjective, l'uranien, lui, il utilise des systèmes créatifs pour donner un sens logique aux expériences mystiques. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Jacob, qui illustre cette vision en réformant sa vie et son engagement spirituel, il démontre ainsi comment une expérience mystique peut motiver des changements profonds et personnels. De manière similaire, Uranus va nous inciter à utiliser des systèmes créatifs, comme par exemple la psychologie, pour donner un cadre rationnel aux expériences mystiques. Cela permet de les intégrer dans une compréhension collective et logique. Alors, bien que les approches de Jacob et de l'uranien soient un petit peu différentes, leur but commun est la transformation et la croissance. Donc,
Pour Jacob, son engagement est concret, parce que quand il nomme l'endroit Bethel, il crée ainsi un lieu de culte et d'engagement spirituel. Il devient ainsi le patriarche, le père pour l'unité religieuse et politique des 12 tribus d'Israël. Ça va ainsi jeter les bases d'un ordre religieux qui est en train de naître. Ainsi, nous voyons ici les prémices d'un nouvel ordre qui se met en place. Alors, en astrologie maintenant, Uranus est plutôt une énergie très électrique qui provoque des surtensions et va plutôt surprendre par sa rapidité. Son côté imprévisible et instable va fortement secouer. Donc, elle mène parfois à des disjonctages, des surtensions, et on peut même retrouver les coups de foudre. On parle d'une instabilité comme l'éclair, le haut voltage. C'est pourquoi on l'associe aux révolutions, aux rébellions et aux changements brusques et soudains, mais aussi à la magie, à l'originalité, à l'inattendu, à l'anticonformisme, aux technologies et à l'innovation. Alors tout ça, c'est des mots-clés que je vous laisse bien vous approprier pour comprendre l'énergie d'Uranus. Uranus nous pousse dans notre quête de liberté et d'indépendance. Elle va favoriser le progrès, mais aussi la transformation continue par des actions soudaines et imprévisibles. Cette énergie nous incite à regarder plutôt vers l'avenir pour créer une réalité plus géniale, plus éclairée. Avec Uranus, on devient des visionnaires, les génies du futur. On est capable de recevoir des éclairs d'inspiration et d'adapter ces concepts innovants pour la société de demain. En ce qui concerne Uranus, il est assez difficile de parler de véritables Uraniens au sens personnel. Et là, je rejoins vraiment Lise Green qui souligne que cette planète incarne des impulsions collectives, sociétales et révolutionnaires plutôt que des attributs individuels. Uranus représente une énergie vive qui peut être captée individuellement, mais elle est souvent trop instable et imprévisible pour être pleinement intégrée sur un plan personnel. Et cette instabilité peut rendre difficile pour un individu de canaliser cette énergie de manière constructive. Alors, on sait que l'ancien maître du Verseau, c'est Saturne, et c'est lui qui va jouer un rôle clé à ce niveau, parce que Saturne structure et canalise l'énergie uranienne. Donc il offre ainsi à l'individu la force et la stabilité nécessaires pour utiliser cette énergie de manière constructive et personnelle. Donc il faut que le Saturne soit quand même assez fort. Saturne apporte la discipline et la forme à cette énergie rebelle. Vous voyez, c'est comme dans un câble électrique, il va apporter le fil de terre qui permet de stabiliser l'énergie. Il donne ainsi à l'individu une vraie structure pour profiter de l'influence d'Uranus sans être submergé par son imprévisibilité. Alors, quand Uranus est dominant dans un thème, on a affaire à des personnes qui ne rentrent pas dans une case. Parce que mettre l'énergie uranienne dans une case, c'est très difficile. Mais on va avoir des personnes qui représentent vraiment le concept même de l'indépendance, de la liberté. Ils incarnent des valeurs de fraternité et d'égalité. Donc, l'énergie uranienne va célébrer toutes les personnes qui sont différentes, un peu des marginaux et qu'on met à l'honneur pour leur génie créatif, leur précocité, leur potentialité. Ça va ouvrir sur des domaines tels que l'art moderne, l'art contemporain, les nouvelles technologies aussi, les nouvelles formes d'expression rapide. Alors je pense aux réseaux sociaux.
Sur le plan psychologique maintenant, elle nous permet aussi d'incarner le présent dans sa totalité, la conscience du moment dans lequel on est. Et comme disait Dan Rudhyar, c'est un projecteur de conscience, j'aime beaucoup ce mot, qui régénère le conscient avec cette énergie dynamique, sans cesse renouvelée, telle une dynamo, hein. C'est vraiment le même système. Et c'est ainsi qu'on décrit Uranus comme l'énergie qui bouleverse, qui stimule, mais aussi qui agite fortement ou brise. C'est un petit peu la folie de l'anarchiste, mais aussi la démence du génie ou la perversion de l'inspiration. Donc il faut faire attention à bien maîtriser cette énergie qui peut vite être explosive et qui va mener parfois à, des burn-out, des changements d'humeur, comme la cyclothymie. Et ça, c'est notamment quand elle est reliée avec Mercure, Mercure-Uranus, ça donne ce côté très génial, celui qui a des éclairs de génie vraiment, mais qui peut ne pas fixer de limite parce qu'il reçoit l'impulsion d'Uranus, il reçoit l'électricité, la stimulation d'Uranus, mais voilà, ça peut faire une surchauffe, un disjonctage, comme je disais, un survoltage, et du coup, il y a burn-out quand c'est too much. Alors maintenant, on va parler un petit peu des transits d'Uranus qui sont très intéressants car ils vont apporter un véritable renouveau. Ils vont un petit peu bouleverser les structures qui sont en place et ces transits sont marqués par l'instabilité et des ruptures qui vont être surprenantes parce qu'elles sont soudaines, on ne s'y attend pas forcément. C'est comme un coup de baguette magique qui va transformer instantanément votre réalité. Ce qui a été risque de ne plus être. Bien que ces changements soient inattendus, ils vont toujours s'accompagner par contre d'une transformation qui vise à abandonner des structures obsolètes. Parce qu'on rappelle que Uranus impose des décisions radicales pour se libérer de son passé et pouvoir gagner en autonomie. Donc on parle de réorganisation des systèmes et des constructions pour les rendre plus adaptés à ce que vous êtes devenu. Elle poursuit quand même l'enseignement saturnien. Donc après avoir intégré les leçons de transformation de Saturne, Uranus finit de briser les chaînes qui restent pour permettre une véritable avancée et une croissance car vous avez la structuration personnelle pour le faire. Par exemple, vous pourriez avoir envie de prendre votre envol pour vous diriger dans un domaine où vous aviez toujours rêvé de travailler, mais que vous n'avez jamais osé entreprendre, et bien là, ça sera le bon moment. Et si vous ne le faites pas en toute conscience, de toute façon, les énergies uraniennes vous y pousseront certainement. Bon, je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je vous ai un petit peu extrait l'essence de cette planète que j'affectionne tout particulièrement. Alors regardez bien naturellement les liens qu'elle entretient avec vos planètes personnelles et surtout sa position en maison pour avoir un petit peu une idée des domaines de vie où cette énergie est susceptible de vous apporter une vraie libération. N'hésitez jamais à afficher votre originalité et à ne pas la faire taire car c'est ce qui fait toute la différence et qui vous permet d'être vraiment libre. Uranus nous offre ainsi le pouvoir d'une vision globale, l'inspiration géniale et innovante et la magie de la transformation. Elle nous permet de nous libérer des chaînes du passé, nous propulsant vers une indépendance authentique. Elle éclaire notre chemin unique dans ce que Grant Lévy appelle la superconscience, une fusion éclatante avec l'esprit universel. Saisissez cette énergie, réinventez-vous et laissez votre génie rebelle éclater au grand jour, transformant non seulement votre vie, mais aussi le monde autour de vous.